Donc la question par rapport à ce qu'on a vu ce matin, quand je double-clique sur l'image, j'arrive au niveau du contenu. Je ne suis pas au niveau du conteneur, c'est l'image elle-même. Et là au-dessus, dans la palette contrôle, on me montre qu'il y a deux valeurs de redimensionnement différentes. Ça veut dire que j'ai écrasé l'image dans un sens ou l'autre. Donc dans ce cas-là, vu que la chaîne est là, on va pouvoir mettre n'importe quelle valeur d'un côté, ça va se répercuter d'office de l'autre. Donc comme ça par exemple. 23%, voilà. Et on a une image qui n'est plus écrasée dans un sens ou l'autre. D'accord? Sinon, on peut aussi taper une valeur directement là-dedans. Je clique dans le cartouche. Je fais un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac pour sélectionner la totalité. Je supprime avec la touche suppression de caractère. Donc, comme quand on veut supprimer la fin d'un mot, la touche suppression de caractère. Et je tape une valeur. Et pour la valider vraiment dans le cartouche, comme dans tous les logiciels Adobe, il faut utiliser la touche tabulation, donc sur le clavier AZERTY, la touche qui est juste à gauche du A sur le clavier AZERTY, la touche tabulation, ça valide. Voilà. Vous voyez la touche tabulation, parce que c'est vrai que c'est pas évident toujours. La touche tabulation, c'est celle-là en fait. Hein. Si je vous montre sur mon petit clavier virtuel, c'est celle-là. Donc je répète, on peut cliquer dedans, faire un CTRL A pour tout sélectionner, touche suppression, taper ce qu'on veut, touche tabulation pour valider, et voilà. Vu qu'il y a la chaîne, ça se répercute dans l'autre. Et on a donc résolu le problème de l'image qui était disproportionnée, plus ou moins. Hein. Ici, c'était très léger au départ, mais malgré tout, c'est intéressant. D'accord ? Alors, quelque chose qui est intéressant dans InDesign, parfois les images apparaissent pixelisées, alors que quand on les ouvre dans Photoshop, elles sont correctes. Ça vient du réglage de performance d'affichage. Alors je ne sais pas si certains parmi vous ont l'impression que l'image est pixelisée. Oui, que c'est pas terrible. Donc vous pourriez essayer ceci. Bon, il faut savoir que InDesign fait ça, il vous montre les images pixelisées parce que ça prend moins de ressources informatiques. Et donc quand on fait un grand document avec plein d'images, on peut utiliser un ordinateur moins puissant et arriver malgré tout à faire sa mise en page. Mais sinon, on peut demander à InDesign de montrer toutes les images en haute définition. Menu affichage, performance d'affichage. Et là-dedans, dans affichage, performance d'affichage, vous avez la possibilité d'aller demander l'affichage de qualité supérieure. Ça ne change rien du tout à la manière dont le PDF sera généré. C'est juste la manière dont on voit les images dans InDesign. Alors ça, ce sont des palettes qu'on est allé chercher tout à l'heure. La palette des liens, palette des calques, je ne suis pas sûr. On était allé les chercher, je ne suis même pas certain qu'on était allé la chercher. C'est juste, c'est précédemment que j'avais été la chercher sans doute. Et donc toi, tu n'as pas ces palettes qui restent. La palette des outils, tu l'as? Sur la gauche. Oui, ok. Donc ce que tu pourrais faire, c'est demander menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Et en principe, ça aurait dû remettre en place les palettes. Ça ne l'a pas fait. Parce qu'il y a un petit problème chez moi. Bon, c'est pas grave. Donc tes palettes ont disparu par rapport à tout à l'heure. La palette lien, on est allé la chercher dans le menu fenêtre lien, en fait. Hein. Alors, je vais ici... Voilà, je suis allé chercher menu fenêtre, espace de travail, les indispensables, qui apparaît en anglais chez moi, mais chez vous ce sera en français, les indispensables. Ça, tu peux réessayer ça, menu fenêtre, lien, menu fenêtre, espace de travail, les indispensables. Est-ce que ça te remet les palettes en standard comme ça? Ok, super, super, super. Bon, moi j'ai un peu un mishmash chez moi parce que j'ai plusieurs langues donc dans InDesign, comme je vous ai dit, fonctionnalité Middle East. C'est pour ça que mon outil texte standard est un outil pour écrire de droite à gauche en fait. Hein. Mais le vrai outil texte que vous avez, de toute façon, il est caché là derrière. C'est celui-là qu'on va utiliser tous. Je vous rassure, je ne vais pas vous apprendre à faire des documents pour le Moyen-Orient ici. Voilà.
Bien, alors on va utiliser la palette des pages parce qu'on va créer une deuxième page. Donc la palette des pages, c'est une des palettes les plus importantes de InDesign. Il y a la palette lien qui est très importante, mais il y a aussi la palette page. Et on va la chercher, menu fenêtre, page. Donc elle est là. Je peux la détacher par son onglet, en faire une palette flottante. Voilà. Donc vous avez une palette page qui doit à peu près ressembler à ça, je suppose. On est d'accord? Donc, palette page qui permet de gérer les pages, bien sûr. On va créer une nouvelle page, soit en cliquant sur le petit signe plus ou bloc de feuilles, ça dépend des versions d'InDesign que vous avez. Ou sinon, menu de la palette page, insérer des pages. Menu de la palette page, insérer des pages. Et là, on insère une page après la page 1. Voilà, c'est ce que ça propose. Et ça vous indique que ça va utiliser le gabarit A, le modèle de page A. C'est intéressant parce qu'on va utiliser le gabarit maintenant. OK. Donc, vous voyez la deuxième page qui est là. Les deux pages utilisent le gabarit A. C'est ça que ça veut dire, la petite lettre A sur la page, sur la vignette de la page ici. C'est le gabarit A qui est là au-dessus. Vous voyez que la palette page est séparée en deux par cette ligne horizontale. Sur le haut de la palette page, ce sont les gabarits, mais en fait, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. On a un gabarit qui s'appelle gabarit A, le gabarit par défaut qui arrive toujours quand on crée un nouveau document. Vous avez le gabarit qui s'appelle 100 qui permet d'enlever un gabarit d'une page. On va tester ça si vous voulez. C'est pas vraiment un gabarit, c'est pour enlever des gabarits, ça. Bien. Alors, en bas à gauche de la fenêtre de la page, vous avez le numéro de la page que vous êtes en train de voir sur l'écran. D'accord? La page que vous êtes en train de voir sur l'écran, son numéro apparaît là. Est-ce que vous avez tous, comme moi, dans la palette page, la page 2 qui est activée? Bon, ben essayez de double-cliquer sur elle pour l'activer. Donc c'est une page blanche. C'est bien celle-là que vous voyez actuellement sur l'écran. Il est indiqué 2 ici. Il faut bien comprendre que le numéro qui est là en bas à gauche de la fenêtre ne montre pas la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais la page que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que si vous positionnez le pointeur sur l'écran là, et vous jouez avec la roulette sans enfoncer aucun bouton, hein, vous jouez avec la roulette, vous êtes en train de faire défiler et vous arrivez sur votre page 1, on est d'accord? Bien. Page 1, c'est indiqué qu'on est en train de voir la page 1, mais malgré tout, je suis toujours en train de travailler sur la page 2. C'est ce qui est indiqué dans la palette page. Donc là, vous voyez déjà un petit truc qui peut être piégeux dans InDesign, le fait que ceci n'indique pas la page sur laquelle on travaille, mais la page qu'on est en train de voir. Voilà, c'est ça en fait. On est en train de voir la page 1 là, mais techniquement, on est en train de travailler sur la page 2. Donc c'est un petit piège de InDesign, on va dire, et voilà, comme ça, vous savez que ça marche comme ça. Ok. D'accord, ta page 1 et 2 ne sont pas alignées, tu as la page 2 qui est décalée ici peut-être, ou là, une qui est plutôt à droite et l'autre qui est là. Voilà, comme ça. Bon, c'est parce que tu as un document double page, et tu as peut-être même une ligne. D'accord, c'est parce que tout à l'heure, quand on a fait le document, tu as loupé l'étape où on disait de décocher page en vis-à-vis. Je l'avais dit, ça je pense, non? Voilà, page en vis. Donc tu as fait un document double page. Ce qui est un peu plus complexe qu'un document simple page, donc on va commencer par un simple page. Donc on va aller modifier le fait que ce document est finalement simple page. Et c'est pas si évident que ça, parce que tu as aussi un gabarit qui est composé de deux pages, gauche et droite du coup. Ah oui. Donc voilà, donc dans la... Ben, je vais recréer le problème, en fait, je vais recréer le problème, comme ça tu vas voir comment le régler, le problème. C'est pas de problème, ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà la situation que tu as. Gabarit double page, page de droite qui est dans un document où on écrit de gauche à droite, ben, c'est toujours une page impair. Voilà.
Et puis page 2, toujours une page paire. Et la ligne, là, c'est la reliure. Bien. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller dans le menu Fichier, format de document. Fichier, format de document. Et tu vas aller décocher l'option page en vis-à-vis. Voilà. OK. Du coup, tu n'as plus la reliure ici en bas. Tu as des pages, c'est uniquement un document avec des pages recto. Il n'y a pas de verso. Bon, reste le problème qu'au départ, le document était en vis-à-vis et donc tu t'es retrouvé avec un gabarit double page. Page de gauche, page de droite. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas cliquer sur la page de gauche, comme ça. Et avec la touche majuscule, tu vas activer aussi la page de droite. Oui, donc on fait un clic sur la page de gauche et majuscule clic sur la page de droite, c'est pour l'ajouter à la sélection. Et puis on va aller maintenant dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne option de gabarit pour A gabarit. Et là, on va indiquer que le nombre de pages du gabarit c'est 1. OK. Et voilà, tu es revenu avec le document tel qu'on l'avait. Tel que tout le monde l'a en fait. Alors on va enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Je vous propose d'enregistrer sous le numéro 3. Voilà. Parce que tout à l'heure, à la fin de la matinée, je n'avais pas dit, mais j'ai enregistré le document sous le nom numéro 2. Voilà, vous l'enregistrez par exemple sous le nom numéro 3. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire ici, c'est créer un fond coloré qui va venir sur chaque page. Sur chaque page. Il n'y en a que 2 dans notre document. Mais donc, c'est pas un problème si tu es avec le mode normal, d'ailleurs c'est bien, ça n'a pas trop d'importance en fait, qu'on travaille en mode aperçu. On peut travailler en mode aperçu dans InDesign ou en mode normal, c'est l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on fait. Donc, le mode aperçu, c'est l'icône de droite qui permet de voir la page telle qu'elle sera. Par exemple, là, si je remonte sur ma page 1, avec la roulette de la souris, on voit le bloc qui va jusqu'au bord de la page. Alors que si je suis en affichage normal, je vois la totalité du bloc qui déborde, je vois les constructions, c'est ça en fait l'idée. D'accord ? Bien, vous allez double-cliquer sur la page du gabarit. Donc vous double-cliquez sur la page du gabarit. On va vérifier que vous avez bien double-cliqué. Il doit être indiqué en bas à gauche de la fenêtre, il doit être indiqué A gabarit. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de voir là sur l'écran, c'est le gabarit A. Oui, c'est important parce qu'en fait, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la page 2 puisque c'est une page vide. Donc le piège d'habitude, c'est qu'on ne double-clique pas, on fait juste un clic, on a l'impression que ça va, on y est, mais en fait on est en train de travailler sur une page du document, pas sur le gabarit. Mais là, si vous avez A gabarit qui s'indique en bas à gauche, il n'y a pas de problème, vous êtes en train de travailler sur le gabarit A. Alors ce qu'on va faire, c'est un bloc qui va faire le tiers de la largeur de la page. On va commencer par faire un bloc sur toute la page. Est-ce que vous voyez la totalité de votre page sur l'écran? Sinon, vous zoomez en arrière. Vous allez prendre la création de blocs, on l'a déjà utilisé tout à l'heure. Alors vous avez un autre outil qui va vous donner quasiment la même chose comme résultat, sauf qu'il y aura des diagonales sur le bloc. Ça, c'est quand on met au point des maquettes, des chartes graphiques de documents pour un magazine qui, toutes les semaines, tous les mois, on refait un nouveau magazine sur base du même document. Ça va juste indiquer que quand on voit ces diagonales sur un bloc, ça devra contenir une image. C'est une convention chez les imprimeurs, un bloc avec des diagonales, ça indique l'emplacement d'une image. Mais donc voilà, vous pouvez utiliser celui-là, qui est l'outil standard. Vous tracez sur la totalité de la page, vous commencez en haut à gauche, vous terminez en bas à droite. Alors, est-ce que... Et là, je vais revenir à réafficher la palette contrôle qui n'est plus là chez moi, menu fenêtre contrôle. Voilà. Est-ce que ce bloc qui est sélectionné, on vous indique ici
que sa largeur est 210 mm, sa hauteur 297. Donc il recouvre bien toute la page. En fait, il y a du magnétisme, hein. Quand on trace le bloc, il va se mettre bien sur le bord de la page. Alors, si c'est pas tout à fait juste, vous prenez la flèche noire et vous prenez les poignées et vous remettez le bloc, voilà, sur les bords. Voilà. Oui, on pourrait aussi taper les valeurs ici, 210, 297, et positionnement du coin supérieur gauche du bloc à 0, 0. Il faut savoir que le point 0, 0 de la page, les coordonnées 0, 0 sont en haut à gauche, hein. D'ailleurs, ça se voit si... Est-ce que vous avez les règles qui s'affichent chez vous? Donc vous voyez 0 ici et 0 là, ça correspond bien au coin supérieur gauche de la page. Vous n'avez pas les règles? Là, je suis en train de les faire disparaître et réapparaître avec CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac. R comme rulers, ça veut dire règles. Il suffit de taper la valeur du bloc qui est sélectionné. Il faut qu'il soit sélectionné. On voit ses poignées, on voit qu'il est sélectionné. 210, 297 et 00. Touche tabulation, ça valide. Souvenez-vous de la touche tabulation qui permet de valider ce qu'on a écrit. Et voilà. Voilà. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. La touche tabulation dans les logiciels Adobe permet de faire disparaître tous les outils, toutes les palettes, que ce soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, c'est pratique. Donc touche tabulation à nouveau, ça revient. Ça c'est intéressant parce qu'on peut profiter de tout son écran pour travailler sur quelque chose sans les palettes qui nous encombrent avec la touche tabulation. Je vous montre même quelque chose ici tant qu'on y est. Shift que j'enfonce, je garde enfoncé, et puis j'enfonce brièvement tabulation. C'est seulement les palettes de droite qui disparaissent, vous voyez? Voilà, Shift tabulation, c'est utile. Voilà, petite astuce en passant. Alors, le bloc qu'on a créé, il a un contour noir qu'on va enlever, on n'a pas besoin du contour noir, donc vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné. Vous allez faire apparaître le contour à l'avant-plan, il suffit de cliquer sur lui une fois. Pas deux fois parce que ça fait apparaître le sélecteur de couleurs, on n'en a pas besoin. Juste une fois. Donc si jamais tu as cliqué avec la flèche noire à côté de la page, ton bloc, vu qu'il a de la transparence au centre, tu vas pas pouvoir le faire réapparaître en cliquant n'importe où ici. Il faudra cliquer sur le bord. Voilà. Voilà. On peut vérifier aussi dans la palette des calques si le gabarit contient quelque chose. Pourquoi pas? Alors, menu fenêtre, calque. Fenêtre, calque. Et quand on déploie, on voit rien. Il faut déployer, hein. Voilà. D'accord. Bah, tu peux le sélectionner par le petit carré et tu devrais voir ces poignées qui apparaissent. Par le petit carré là. Oui, remarquez que pour sélectionner un objet par la palette des calques, ça c'est intéressant pour tout le monde, ça ne marche pas si on clique sur le nom de l'objet. Là, j'ai mon rectangle qui est désélectionné. Le fait de cliquer là ne marche pas. Il faut cliquer sur le petit carré ici pour le sélectionner. Voilà. Voilà, on va mettre une couleur au rectangle. Ah oui, on en était à mettre la case de contour à l'avant-plan. Donc la case de contour doit venir devant la case de fond. Il suffit de cliquer sur elle. Et on va enlever le contour à ce rectangle avec la petite diagonale ici. Voilà, pas de contour. Bien.
Donc faites venir la case de fond à l'avant-plan parce qu'on va modifier le fond. Vous allez chercher la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Voilà. Bon, vous avez la touche F5 sur le clavier, comme vous avez vu. Ça marche comme ça sur votre Windows. La touche F5 au-dessus du clavier. Pour faire apparaître et disparaître la palette nuancier. Ça se voit, hein, dans le menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous avez le raccourci qui est indiqué là. Et les raccourcis sont modifiables dans les logiciels si jamais il faut, si ça rentre en conflit avec autre chose sur l'ordinateur. Voilà, la touche F5, ça peut être pratique. Mais moi, je vais souvent dans les menus, surtout quand je m'adresse à des débutants. J'aime bien voir où les choses se trouvent. Et les raccourcis, je ne vais pas en abuser beaucoup. Je ne vais pas vous inonder de raccourcis. Bien sûr, quand on est en production après, les raccourcis, c'est super pratique. On les enfile et voilà, les uns à la suite des autres et le logiciel travaille pour vous. Bien, vous allez essayer pour ce rectangle qui est sélectionné et dont on est en train de modifier la couleur de fond, qui est en avant-plan, vous allez essayer de créer une nouvelle couleur. Donc vous allez dans le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Est-ce que ça fonctionne chez vous ? Ok. Bon, bah écoutez, vous pouvez choisir de faire une couleur RVB si vous voulez, au lieu de CMJN. Parce que CMJN, on a essayé tout à l'heure. Donc, à la place de CMJN, vous choisissez RVB. Alors, oui, quand vous créez une couleur, on vous indique qu'elle est hors gamme imprimable à un certain moment. Si vous choisissez une couleur vous faites une couleur très vive, qui est affichable sur des écrans, mais pas imprimable telle qu'elle, ça vous l'indique là. Vous avez ici par exemple le vert vif que j'ai choisi, ben, il va sortir plutôt vert olive à l'impression. Alors vous avez deux choix à ce moment-là. Soit vous cliquez là-dessus et ça vous transforme la couleur dans une gamme imprimable, soit vous vous en occupez pas et vous allez vous dire que voilà, dans mon document qui sera affiché sur écran, j'aurai le vert vif qui m'intéresse, hein, puisque je fais un document sur les tortues ninja, c'est important. Et tant pis pour l'impression, ce sera un peu moins bon. Voilà. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc n'hésitez pas à choisir une couleur qui n'est pas dans une gamme imprimable, ça n'a pas d'importance ici. Voilà, ce n'est pas très important. Ok. La couleur, on va pouvoir décocher ceci, nommer selon la valeur chromatique, et on va pouvoir donc lui donner un nom. Donc je vais l'appeler pour bandeau du gabarit A. Voilà. Ok, et voilà. Alors déjà là, vous devriez voir dans la palette page que, ben oui, on est en train de travailler sur le gabarit A. Oui, la couleur, c'est réellement de l'orange là, c'est parce que... Non, mais c'est parce que c'est sélectionné, donc on a la sélection, la surbrillance en bleu qui se montre sur la vignette. Mais est-ce que la couleur choisie apparaît en fond de page ? Sur les pages 1 et 2, ben c'est le principe du gabarit, donc le gabarit A. Donc tu dis que tu as la couleur qui apparaît sur la page 2, mais pas sur la 1. Est-ce que tu es certain de travailler sur le gabarit ? Est-ce qu'en bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué A gabarit ? Non ? Et où est-ce qu'il est indiqué 2 ? En bas à gauche, à cet endroit-là. Il est indiqué 2, d'accord. Donc, je vais recréer le problème dans lequel tu te trouves et je vais te montrer comment t'en sortir. Donc, ton problème à toi, c'est que tu as ça. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est ceci. Les autres ne font rien puisqu'ils n'ont pas le problème.
Ce que tu vas faire, c'est bien sélectionner le bloc avec la flèche noire. Le bloc de la page 2 avec la flèche noire. Ok, il est bien sélectionné. On va faire un CTRL X sur le PC, commande X sur le Mac. Ça correspond à édition coupée. Donc la feuille est allée dans le presse-papier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le presse-papier, c'est un endroit de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations entre logiciels ou entre un logiciel et lui-même. C'est un espace de stockage. Bon. Et tu vas maintenant double-cliquer sur l'icône gabarit A. Tu vérifies bien qu'en bas à gauche, il est indiqué que tu travailles dans le gabarit A. Et tu vas coller exactement au même endroit la page. Alors je montre, ne fais rien pour l'instant. Je montre. Si on fait édition collée, elle n'arrive pas au bon endroit. Parce qu'en fait, quand on fait édition collée dans InDesign, ça colle au centre de la fenêtre. Il vaut mieux faire édition collée sur place. Comme ça, ça va le coller exactement au même endroit qu'il occupait là où on a été le chercher. Édition collée sur place. Ça, c'est une bonne astuce, le coller sur place. Vous prenez un objet sur une page, il était au bon endroit, mais pas sur la bonne page. Vous le recollez sur une autre page, vous voulez qu'il aille au même endroit, sur la nouvelle page. Édition, coller sur place. Voilà. Voilà, on doit être dans le gabarit A. Et on a notre bloc qui recouvre la totalité de la page. Je vous avais dit qu'on allait faire un bloc qui occupe le tiers de la largeur et il va être sur la droite. Alors vous allez apprendre quelque chose à propos d'InDesign là. Ce ne sera pas la première fois de la journée ni la dernière, vous allez dire. Bon, vous sélectionnez le bloc, il est sélectionné. Vous avez en haut à gauche, sur la palette contrôle, vous avez les points de référence. Vous allez indiquer que le point de référence est à droite. Donc ça doit être un des trois, n'importe lequel, sur la droite ici. D'accord? Et ça indique qu'est-ce qui ne bougera pas quand vous allez modifier la dimension du bloc. C'est la partie droite du bloc qui ne bougera pas. Je vais réduire par 3 la largeur du bloc. La partie qui ne bougera pas, c'est celle qui est sur la droite ici. C'est ça le point de référence. La largeur actuelle du bloc, il est à peu près à 210. Ce qui fait qu'il n'est pas exactement à 210 chez moi, c'est certainement les contours noirs qui ont faussé le calcul. C'est pas grave. Vous avez cette valeur de largeur 210 à peu près? Bon, il faut savoir que ces petits cartouches sont des calculatrices. On peut faire des calculs dedans. Et ce qu'on va faire ici, c'est une division par 3. Donc à la suite du nombre ici, vous allez indiquer slash 3 et vous allez valider avec la touche tabulation. Et de votre bloc est 3 fois moins large. Il fait maintenant 70 mm de largeur ou 69, blabla. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On est dans le gabarit, en train de modifier le bloc dans le gabarit. Donc résultat, sur les pages, vous avez aussi le bloc qui n'occupe que la partie droite des pages. Il n'est pas réellement sur les pages, le bloc. Il vient du gabarit. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, si on voulait que le bloc soit à fond perdu, il faudrait l'agrandir, le faire déborder par le haut, bas et droite. Ben, on va le faire, allez. Vous cliquez sur lui, vous prenez les poignées et vous faites déborder. Dans le gabarit A. D'accord? Voilà. Pour qu'il soit à fond perdu. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous imprimez la couleur jusqu'au bord de la page, vous risquez d'avoir un petit bord blanc. Oui, il faut absolument que ça déborde. Comme on a vu tout à l'heure pour le premier rectangle qu'on avait fait sur la première page. Si c'est pour une impression chez un imprimeur, oui, oui. Absolument, il faut que ça déborde. Sinon, le fond perdu, ça ne marchera pas.
On va enregistrer le document, fichier enregistré sous. Donc le enregistrer sous, je le fais exagérément beaucoup ici parce que comme ça, si vous vous plantez, on peut au moins repartir de la version d'avant et elle date d'il y a quelques minutes. Mais en vrai travail, toutes les 30 minutes, toutes les heures, c'est bon hein, d'enregistrer. Voilà. Alors, ces enregistrements ne pèsent pas lourd parce qu'ils n'intègrent pas les images utilisées par le document, puisque les images sont externes, elles sont liées. Donc les documents InDesign ne sont pas lourds. D'ailleurs, je vais aller voir ici. Ah tiens, j'ai oublié de faire un dossier pour l'après-midi, mais c'est pas grave puisqu'on redémarre sur celui du matin. Donc au niveau du poids, je suis à 1,1 mégaoctets pour les documents InDesign. Et l'image qui est utilisée par le document, c'est celle-ci en fait, oui je pense bien. Oui, elle est minuscule en fait, celle-là. Donc, mauvais exemple. Mais les images ne sont pas intégrées de toute façon au document. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu modifies dans Photoshop, par exemple, une des images utilisées par le document InDesign, la fois suivante, quand tu ouvres le document InDesign, l'image a changé d'aspect. C'est logique, c'est la ressource. C'est une ressource. Ça répond à ta question ? Alors, oui, je vois ta question. Donc, si on commence à mettre de l'ordre, on a plein d'images, des dizaines, et on commence à les mettre dans des sous-dossiers, genre images de perroquet, images de loup, etc. Non, le document, quand on le réouvre, il risque de ne pas retrouver les images. Mais il faudra aller dans la palette Liens, rééditer le lien vers le bon dossier, en fait. Oui, ça marchera à ce moment-là. Bon, on peut faire le test si vous voulez. Vous êtes tous dans votre document, dans votre dossier qui contient votre document. Allez-y si vous n'y êtes pas. On va faire ce dont on parle ici. On va créer 2 dossiers là-dedans. Voilà. Voilà, je vais l'appeler premier perroquet, moi, et le deuxième document, 2 autres perroquets. Donc c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour faire le test. Voilà. L'image qui est utilisée, mais c'était laquelle en fait? Il faut que je vérifie par icône. Oui, c'était bien celle-là en fait. Hein. Non, c'était celle-ci en fait que j'ai utilisée dans mon document InDesign. Oui, c'est celle-là. Donc, celle-là, je la mets dans le dossier premier perroquet. Et ces deux-ci, 2 autres perroquets. C'est peut-être pas des perroquets, mais je n'en suis plus à ce stade-là. D'accord? Donc c'est ça que tu voulais faire, un classement en cours de route. Voilà. Voilà. Il faut savoir que InDesign peut même utiliser des images qui sont sur un serveur distant. C'est pas un problème. Hein. Donc ça peut venir vraiment de plusieurs dossiers, les images. Alors le principe c'est que lorsque les images sont à côté du document InDesign, comme c'était là juste précédemment il y a 30 secondes, avant que je fasse les dossiers, il les trouve toujours. Par contre, quand elles sont dans des sous-dossiers et qu'on transfère vers un autre ordinateur, il faut parfois lui retrouver pour lui les images. Alors voyons dans la palette Liens. Oui, dans la palette Liens, menu Fenêtre Liens, il ne trouve pas l'image. D'accord? Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est rééditer le lien. C'est ce qu'il propose quand on double-clique sur le petit point d'interrogation. On peut aussi aller dans le menu et demander rééditer le lien. Et alors, on va aller chercher l'image là où elle se trouve. Voilà. Ouvrir. Et voilà. Le lien est refait. Et si on avait plusieurs images qui sont dans le même dossier, on aurait demandé rééditer le lien
du dossier. Comme... Donc le problème quand on transfère vers un autre ordinateur, c'est que parfois c'est le début du chemin qui n'est pas le même, le nom de l'ordinateur n'est pas le même. Et parfois il faut donc simplement rééditer le lien du dossier, et aller lui indiquer le nom du dossier, là, voilà. Voilà, le nom du dossier. Et il devrait retrouver tout seul toutes les images. C'est une première chose à essayer avant de rééditer chaque image séparément, c'est de voir si, en lui indiquant le dossier où se trouvent toutes les images, est-ce qu'il arrive à les retrouver toutes. D'accord? Donc vous imaginez que vous transférez tout ce dossier ID jour 1 au matin sur un autre ordinateur. Le chemin n'est pas le même nécessairement, c'est pas le même nom de disque dur, c'est pas... Voilà. Le même nom de sous-dossier, il faudra éventuellement aller dans la palette lien, rééditer le lien du dossier, lui indiquer où se trouve tout le dossier avec les images, les documents InDesign, et hopefully, il vous trouvera les images. Donc voilà, ça répond à la question. Voilà. Donc, gabarit avec un bandeau qui se retrouve sur chaque page. Alors si vous allez sur les pages, vous double-cliquez sur page 1 par exemple. Voilà, vous avez votre page 1. Bien, vous avez toujours votre rectangle de tout à l'heure. Bien, si vous voulez, mettez-le. Placez-le en bas à droite, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ce genre-là. Bon, lui, il est sur la page, il est modifiable, pas de problème. Par contre, le bloc qui vient du gabarit, il n'est pas accessible. On ne sait pas le sélectionner, on ne peut pas changer sa couleur. On est d'accord? Bien. Il est malgré tout possible de le faire. En enfonçant les touches CTRL, SHIFT et en cliquant, donc sur le Mac, commande majuscule, clic, sur le PC, CTRL majuscule, clic, on clique sur le bloc et vous voyez ces poignées qui apparaissent. Ne changez pas sa dimension. Vous venez de déverrouiller un élément qui vient du gabarit. En principe, ce qui vient d'un gabarit se met toujours déjà en dessous de tout. C'est en dessous de tout ce qui se trouve sur la page. Et ça n'est pas accessible, mais en faisant CTRL majuscule clic sur le PC, commande majuscule clic sur le Mac, en cliquant sur lui, on arrive à le déverrouiller. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde pour déverrouiller le bloc qui est sur la page 1? Super. Vous allez pouvoir changer sa couleur. Mettez-lui une autre couleur, n'importe quoi. Je prends ici le cyan 100% qui vient de la palette nuancier. Voilà, donc vous avez appris à modifier un élément qui vient du gabarit pour l'adapter éventuellement à une page. Ok, alors je double-clique sur le gabarit A. Voilà. Regardez ce que je suis en train de faire dans le gabarit A. J'ai pris la poignée du milieu là, et je suis en train de bouger la largeur du bloc. Qu'est-ce qu'on remarque? La largeur du bloc se modifie sur les pages. D'accord? Donc là, vous êtes en train de remarquer, il faut vraiment comprendre ça, c'est important. Tout ce qui a été modifié sur quelque chose qui vient du gabarit, ce que vous avez modifié spécifiquement ne peut plus être modifié par le gabarit. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Sur la page 1, on a modifié la couleur du bloc. Donc si je vais sur le gabarit et que je modifie la couleur du bloc dans le gabarit, ça modifie
mais pas sur la page 1, parce que spécifiquement sur la page 1, j'avais été changer la couleur. Par contre, sur la page 1, je n'avais pas changé la largeur du bloc. C'est pour ça que quand je modifie la largeur du bloc dans le gabarit, ça le fait sur la page 1 aussi. Donc il y a des liens en quelque sorte, mais partiels. On a cassé le lien couleur sur la page 1, mais pas le lien dimension de bloc. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez tester ça si vous voulez. Vous pouvez même ajouter une troisième page. Vous allez voir que la troisième page, menu de la palette page, insérer des pages. La troisième page va utiliser le gabarit A, et c'est la couleur choisie dans le gabarit A. Il n'y a pas de problème. Donc les gabarits, c'est vraiment là pour vous aider à faire plus vite une mise en page complexe avec plein de pages. C'est un espèce de style pour les pages. Vous allez pouvoir enregistrer le document. Donc tu dis que quand tu es dans le gabarit et que tu modifies la largeur du bandeau, ça le fait sur la page 3, mais pas sur la 2. Sur la 1 et la 3, ça marche, mais pas la 2. Ça, c'est peut-être parce que sur la page 2, le bloc a été modifié, sa position, sa dimension a été modifiée manuellement sur la page 2, et donc on a cassé le lien dimensionnement par rapport au gabarit. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est aller sur la page 2, prendre le 100 ici, l'amener sur la page 2. On a enlevé le gabarit de la page 2 et on va maintenant le remettre. Voilà. Et là, maintenant, quand je vais dans « À gabarit », modifier la largeur, ça devrait fonctionner sur les 3. Voilà. Oui, en effet, il y a quelque chose... ton rectangle est désolidarisé du gabarit, tu devrais le supprimer. Supprime ton rectangle de la page 2. Oui, de la page 2, tu le supprimes. Tu le supprimes. Tu enlèves le gabarit si possible, ou tu le remets. Et voilà. Et là, j'ai fait une erreur précédemment. Voilà. Donc, c'est le bien rectangle de la page 2, voilà, que tu devais supprimer. Donc, que tu avais sans doute... Avec CTRL majuscule, tu l'avais désactivé, tu l'avais peut-être bougé un peu, modifié sa dimension, donc il est... Voilà, par rapport au gabarit, il était plus solidaire, je le supprime. Reglisser gabarit A, et voilà. Inaccessible et modifiable par le gabarit. Voilà, voilà, c'est important, le fonctionnement de InDesign comme ça, c'est bien. Bon, regardez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire, ceci. Je suis allé tout à l'heure modifier la couleur du bandeau dans le gabarit. Et pour faire ça, j'ai choisi une couleur différente ici. Mais vous vous souvenez qu'on avait fait une couleur spéciale pour le bandeau du gabarit. Donc je vais l'appliquer. Voilà. On voit, je viens de l'appliquer sur le bandeau dans le gabarit et ça se reporte sur toutes les pages, sauf sur la 1, puisque j'avais changé la couleur spécifiquement. On a cassé le lien couleur. Bon, du coup, quand je suis sur n'importe quelle page, 3, 2, 1, n'importe quelle page, en n'ayant rien qui est sélectionné, si je vais double-cliquer sur la couleur dans le nuancier, il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. C'est pour ça que j'ai la case aperçue et que je peux la cocher et aller changer. Voilà. Vous pourriez tester si vous voulez. Hein. C'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Donc je vous rappelle la procédure. Je double-clique sur le gabarit A. Je sélectionne l'objet, le bandeau. J'applique la couleur que j'avais prévue au départ pour ça.
Donc c'est une couleur RVB, mais qui au final sera tramée pour l'impression. Voilà. Et sur les pages, cette couleur se retrouve. Alors on a un petit truc ici, ça c'est intéressant. Regardez, si je regarde les pages 2 et 3, c'est toujours ma couleur orangée. Alors que je viens pourtant de changer la couleur. C'est juste une question de mise à jour de la vignette. Plus tard, d'ici une minute ou deux, ça pourrait changer. Peut-être même que si je ferme la palette page et que je reviens dedans. Non, mais les vignettes ne sont pas toujours à jour par rapport aux pages, réellement de ce qu'il y a dessus. Voilà, une fois que vous avez appliqué donc dans le gabarit A cette couleur de fond au rectangle, vous revenez sur n'importe quelle page, vous n'avez rien qui est sélectionné, vous pouvez cliquer à côté de tout, et le fait d'aller double-cliquer sur la couleur, avec la case aperçu coché, vous allez pouvoir modifier la couleur et tous les objets, enfin le rectangle du gabarit se modifie en fait. Voilà. Est-ce que ça va? Donc pour retourner sur une page, c'est le double-clic sur la page dans la palette page. Alors plus tard, vous verrez que les pages, dans la palette page, elles pourraient être plus grandes. On peut les avoir bien plus grandes. Voilà, comme ça. On peut également les avoir côte à côte, mais ça on verra plus tard en fait. Voilà, ce genre-là. Vous voyez? Dans la palette page, j'ai mes pages qui sont grandes. Ouais, pourquoi pas, vous pourriez le faire maintenant aussi. C'est vrai que pourquoi vous empêcher de faire ça? Bon, écoutez, voilà. Par la palette page, vous pouvez aller dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne options de panneau. Dans les options de panneau, vous pouvez choisir taille jumbo. Donc c'est les plus grandes vignettes. Ok. Donc vous avez des grandes vignettes l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, pour qu'elles soient l'une à côté de l'autre, menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. Menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. Et voilà, vous avez la même chose que moi. Donc c'est sympa, vous avez une vue d'ensemble sur vos pages, on comprend peut-être encore mieux ce qui se passe. Alors, la palette page, bonne question, est-ce que ça le fait sur un autre document? Écoute, il faut que je vérifie, je crée un autre document. Et oui, ça reste. Par contre, ce n'est pas... si tu ouvres le document dans un autre InDesign, la palette page ne sera pas comme ça, il faudra à nouveau demander qu'elle soit comme ça. Ce n'est pas attaché au document le fait que la palette page soit comme ça. C'est sur cet ordinateur ici que ça le fera. Voilà. Ah, si tu transfères le document sur un autre InDesign, la palette page sera avec des petites vignettes l'une au-dessus de l'autre. Il faudra demander dans le menu ce qu'on vient de faire, les deux opérations, pour que ce soit comme ça. Oui. Ce n'est pas lié au document. Le document n'apporte pas cette spécificité. Alors, on va mettre de la numérotation automatique de pages. Donc, vous allez dans le gabarit A, vous double-cliquez sur lui. Double-cliquez bien sur le gabarit A. Il doit être indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre du document. Sur la page ici, on va aller mettre un bloc texte. Donc, vous allez prendre l'outil texte. L'outil texte tout à fait normal. Et vous allez tracer
un bloc, j'enfonce la touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule parce que je voulais un carré. Voilà, j'ai créé un carré, c'est un bloc texte carré que j'ai créé sur la page. Dans le gabarit. Donc tout à fait normal que sur les vignettes de page, on le voit sur chaque page puisqu'il est dans le gabarit. C'est le principe de la numérotation, on ne va pas la mettre manuellement sur chaque page, on va la mettre sur le modèle de page, le gabarit. Bien. Alors, ce carré, vous pouvez modifier sa dimension si vous voulez. Avec la flèche noire, vous pouvez aller prendre une poignée et modifier sa dimension en enfonçant la touche majuscule. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça va être un bloc qui va contenir la numérotation. La numérotation, ce qui est particulier dans InDesign, c'est que contrairement à Word, ce n'est pas quelque chose qui s'enclenche et qui se met sur les pages tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut construire. Mais l'avantage, c'est qu'on peut lui donner l'aspect vraiment qu'on veut. On peut lui donner la police de caractère qu'on veut, on peut le mettre dans un bloc de couleur de n'importe quelle forme. Même par-dessus une petite image, la numérotation vient. Enfin, on est très très libre au niveau de l'aspect de la numérotation. Ici, on va faire quelque chose de simple, en fait, pour commencer. Alors, avec l'outil texte, vous devez avoir le curseur qui clignote dans le bloc. D'accord? Tiens, au fait, vous savez ce que c'est? Cette chose bizarre... qui ressemble à rien, ça. Vous avez déjà vu ce genre de choses dans les traitements de texte? Oui, mais en fait, vous retrouvez dans les logiciels des choses qui viennent des méthodes traditionnelles d'avant l'informatique. Et ça vient de Gutenberg, les caractères mobiles. C'est ce qu'on appelle un composteur. Voilà, j'ai juste tapé composteur typo dans Google et vous trouvez ces engins qui servent aux typographes à aligner des caractères mobiles qui sont ensuite reliés ensemble, toutes les lignes pour faire ce qu'on appelle des blocs. Ça ressemble à ça, un bloc. Voilà. Un bloc de plusieurs... et encore, non, là c'est... Oui, si, je dis bien, c'est des caractères mobiles, ça va. C'est des caractères mobiles qui ont été mis ensemble pour faire du texte. Donc c'est, voilà, fin de la parenthèse, c'est juste pour expliquer ce que c'est ce petit engin bizarre qui apparaît là. Vous avez votre curseur qui est là. On va insérer une balise de numérotation automatique. Vous allez faire un clic droit. Vous allez demander... Insérer un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Vous voyez que le raccourci c'était Alt majuscule CTRL N. Mais ça n'a pas d'importance. Donc c'est clic droit. Insérer un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Et vous avez un A qui apparaît. On est d'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas comme si j'avais tapé un A majuscule. C'est une balise de numérotation automatique. Parce que je suis sur le gabarit A, elle apparaît sous la forme lettre A. Mais si je vais maintenant sur les pages, je double-clique sur la page 2 dans la palette de pages, je vois qu'il est indiqué... Ah tiens, ok, c'est là qu'on se marre. Parce qu'il me l'a mis en chiffres arabes. Pourquoi? Ok, Adobe Arabic, d'accord, c'est la police Adobe Arabic, je vais aller changer la police. Texte caractère, pour faire apparaître la palette caractère. Vous pouvez le faire aussi, menu texte caractère. On va choisir la police de caractère éventuellement. Vous pouvez mettre le curseur ici dans le champ de la police et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous pouvez voyager
d'une police à l'autre. Vous choisissez ce que vous voulez. Ok, des polices à empattement ou des polices bâton. C'est vous qui voyez, c'est les deux grands types de polices. Alors sur les polices de caractère, je vous donnerai quelques astuces pour les choisir correctement. Bien sûr, bon, n'essayez pas d'avoir la même police que moi, parce que moi j'ai des polices installées sur l'ordinateur que vous n'avez peut-être pas. Mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, j'étais en train de dire que quand on double-clique sur la page, on voit le numéro de la page à la place de la lettre A et ça prouve que la balise fonctionne. Sur la première page, peut-être que le numéro est à l'endroit où se trouve l'image. Et comme ce qui vient du gabarit se met en dessous de ce qui est sur la page, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Mais c'est pas grave, on va en parler du positionnement. Voilà, vous revenez dans le gabarit, vous avez votre bloc qui contient la lettre A, la balise de numérotation automatique. On va faire les choses proprement, c'est-à-dire que même si on ne met pas de contour au bloc, il va être invisible en fait le bloc, on va voir que son contenu, le caractère. Eh bien, on va malgré tout le centrer au centre du bloc. Donc on va faire deux centrages, centrage horizontal, centrage vertical. Et ça, ce sera vraiment très très utile quand on mettra un contour au bloc, que par exemple la numérotation sera dans un bloc circulaire par exemple. Ou à carré. Bon, alors, vous avez votre bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Bien. Vous le sélectionnez avec la flèche noire. Vous allez dans la palette paragraphe. Donc, menu texte, paragraphe. Dans la palette paragraphe, vous allez demander le centrage ici. J'ai plus d'options que vous, je vous rappelle, mais c'est pas très grave. C'est parce qu'il y a les fonctions arabes dans mon InDesign. Voilà, donc vous avez... Donc ça peut être intéressant, hein, les fonctions arabes, ceci dit en passant, si vous pouvez vous associer ou si vous-même connaissez l'arabe, ça vous ouvre des possibilités au niveau de la mise en page, de pouvoir faire du texte multilangue, y compris l'arabe. Voilà. Mais bon, ça ne s'improvise pas, évidemment. Il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui connaît bien. Donc, centrage horizontal. Maintenant, il faut le centrer en vertical. Ça ne se passe pas par la palette paragraphe. Ça se passe par les options de bloc. Menu objet, option de bloc de texte. Et le raccourci, c'est CTRL B, commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. C'est intéressant de le retenir parce qu'on va souvent dans les options de bloc de texte. Bon, c'est B comme bloc. Voilà, les options de bloc de texte. Menu objet, option de bloc de texte. Et ici, vous avez la justification verticale. Si vous choisissez alignement centré, ça va aller au centre. Quand je cliquerai sur OK, et je peux déjà le voir si je clique sur aperçu. Voilà. Donc, double centrage dans un bloc. Donc, tu dis que si tu vas menu texte paragraphe, tu ne trouves pas la palette paragraphe. Voilà. Est-ce qu'elle ne serait pas comme ceci sur le côté, en petit? Non? Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, d'avoir la palette en petit comme ça. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer là, et puis la détacher éventuellement. Bon. Essaye, menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables.
texte, paragraphe. Oui, il est possible qu'elle soit aussi coincée en bas comme ça. C'est un peu foireux, ça peut arriver. Bon, essaye fenêtre, espace de travail, et tu vas choisir éventuellement typographie. Essaye texte, paragraphe. Oui, il y en a. Voilà, bon, ça peut arriver que ça foire un peu. Non, c'est des choses qui arrivent au niveau des espaces de travail. Voilà, on peut dire que ça bug un peu, mais bon, en général, ça bug pas trop InDesign quand même. Les logiciels Adobe ne bug pas trop. Vous savez ce qu'on dit, en général, les bugs se trouvent entre le dossier de la chaise et l'écran. La plupart du temps. C'est pas vraiment dans le logiciel. Mais bon, ça c'est typique. Donc voilà, je t'ai donné l'astuce, c'est utile pour les autres. Changer de configuration de palette et on arrive à trouver la chose. Bien, alors, palette caractère, on va aller agrandir la police qui est dans le bloc. Vous avez toujours votre bloc sélectionné, vous allez pouvoir agrandir la palette caractère ici, la taille du caractère. Bien, pas trop grand quand même la numérotation par rapport à la page. Et ensuite, on peut réduire un peu avec la flèche noire et la touche Alt et majuscule, je redimensionne le carré. Ça c'est important, regardez ça, avec la flèche noire, Alt et majuscule, je réduis le carré, mais pas trop, je ne vais pas les serrer contre, parce que quand j'aurai des numéros de page à 2 chiffres, ils n'apparaîtront plus. La lettre A apparaît, mais 2 chiffres, peut-être pas. Alors attention, regardez aussi ceci. Si vous prenez l'envie de prendre l'outil de transformation, pour faire ça, vous allez avoir une mauvaise surprise. Parce que le caractère à l'intérieur se redimensionne aussi. Et c'est pas ce qu'on veut. Ici, c'est juste le bloc que je voulais redimensionner. Donc c'est flèche noire, pas transformation manuelle. Voilà. Et alors, vous allez positionner ce bloc en bas à droite sur la page du gabarit. Voilà. Vu que le bloc a été créé après le bandeau, il se superpose au bandeau. Les objets s'empilent au fur et à mesure de leur création. Voilà, et vous le mettez, vous le positionnez par rapport au bord de la page. Essayez de faire quelque chose qui est un peu correct. On peut positionner manuellement. Là, si après, avec les flèches, si finalement c'est pas génial, je peux utiliser, si avec la flèche noire, là, pour positionner le bloc, c'est pas génial, je peux utiliser les flèches sur le clavier, comme ça. Les petites flèches sur le clavier, gauche, droite, au bas. Avec la touche majuscule, ça va encore plus vite pour déplacer les flèches au clavier. Oui, ça fonctionne sur Photoshop aussi, ce genre de choses, oui. Bon, voilà. Ce qui pose un problème pour positionner librement le bloc avec la flèche noire, on a l'impression qu'il y a des à-coups parfois, ce sont les repères commentés. Les repères commentés. Voilà, si vous avez des difficultés pour placer un élément, vous pouvez aller désactiver les repères commentés. On le fera à un certain moment de toute façon. C'est dans le menu affichage, grille et repères. Décocher, repères commentés. Vous voyez, c'est ces lignes roses qui apparaissent quand on déplace des éléments et qui nous empêchent de les placer exactement librement où on veut. Alors sinon, tu me parlais d'autre chose. Tu as un petit O qui apparaît en italique sur le bord de... Ça veut dire que c'est une police OpenType. Une police OpenType, c'est les meilleures polices de caractère qui existent. Donc elles sont très évoluées.
Et donc, des polices de caractère, il en existe de différents types, vectoriel, TrueType, OpenType. C'est assez vaste, les polices de caractère. Je suis personnellement pas un spécialiste des polices de caractère. Je ne suis pas un spécialiste, c'est vraiment un métier, les polices de caractère. Hein. Mais bon, j'essaye d'évoluer là-dedans aussi, mais c'est très vaste, c'est très vaste. Donc c'est les polices OpenType. Il est possible qu'il y en ait ici qui se cachent et que je vois apparaître aussi ce petit O, mais bon. Ah voilà. Par contre, je ne le vois pas, moi. J'ai choisi une police OpenType, c'est sûr, mais je ne vois pas le petit O qui apparaît sur le côté. C'est un O qui ressemble à ça, en fait. D'accord, d'accord. Ok, c'est pour rappeler les fonctionnalités OpenType, en fait. Bon. Tu es en version 2021 ? C'est peut-être ça que ça apparaît d'office, là. Ouais, ça doit être ça. Bien, donc si on va sur chaque page, on devrait voir la numérotation. Donc palette de pages. Ah tiens, elle est revenue comme avant. Bon, remarquez quelque chose avec la palette de pages, si vous avez mis vos pages l'une à côté de l'autre, bien sûr, si la palette de pages est trop étroite, elles reviennent l'une au-dessus de l'autre. Hein. Logique. Hein. Donc la numérotation, tu ne l'as pas sur la première page, moi non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a le bloc de couleurs qui se met par-dessus. Voilà, voilà. Et ça, on va voir comment résoudre ce problème, comment faire en sorte que la numérotation, même si elle vient du gabarit, soit au-dessus des éléments qui sont sur les pages. On va enregistrer le document. Donc, à tout moment, on peut enfoncer la touche W et on a l'aperçu, ça correspond à passer à l'icône de droite ou de gauche, à la touche W. Voilà. Bien sûr, si on est en train de travailler dans un texte, ça va faire des W dans le texte. Donc ça, faut éviter. Bon, alors comment faire en sorte que la numérotation se mette par-dessus les choses qui sont sur les pages ? Vous n'avez pas une petite idée ? Là, c'est en avant-plan. Ben, c'est un gabarit, là, le gabarit A. Un gabarit texte. Non, le nom du gabarit ne changera rien. Il est déjà au sommet. Hein. Il est déjà au sommet de tout. Hein. C'est le dernier élément qui a été fait sur le gabarit A. À le faire sur les pages, tu veux dire. Le déverrouiller, oui, ça pourrait être une solution de déverrouiller l'élément et de le mettre sur la page, de le déplacer par objet, disposition, premier plan. Oui, mais ça suppose que sur les pages, il faut aller déverrouiller le numéro. Alors voilà la solution, en fait. Dans la palette des calques, et quelqu'un avait dit calque, hein. Dans la palette des calques, vous avez actuellement le calque qui était livré avec le document, le calque 1. On va créer un nouveau calque par l'icône de bloc de feuille ou de plus dans le bas de la palette des calques, ou alors menu ici, nouveau calque. Et ce nouveau calque, vous allez double-cliquer sur son nom. Et pour quand même s'y retrouver, parce que ce n'est pas obligatoire de faire ceci, mais vous allez le nommer numérotation. Ok. Ça va être le calque qui va contenir uniquement la numérotation. Donc, on crée un nouveau calque dans le bas de la palette des calques. On double-clique sur son nom. Ça devrait proposer de changer son nom. On l'appelle numérotation. À la place de calque 2, il va s'appeler numérotation.
Alors, vous avez avec la flèche noire sélectionné le bloc de la numérotation dans le gabarit A. Oui, on est dans le gabarit A. On va transférer cet élément du calque 1 vers le calque numérotation. Et pour faire ça, dans la palette des calques, il faut prendre le petit carré ici et le déplacer là. On prend le carré et on le déplace là. C'est le transfert d'un élément d'un calque à l'autre. Il est sur le calque numérotation maintenant, ce petit bloc de texte. C'est le petit carré à côté du mot calque 1. Ce qui est sélectionné du calque 1 est transféré dans le calque 2. Alors du coup, vous voyez, donc il ne faut avoir que le bloc texte, pas le rectangle. On ne veut pas que le rectangle vienne au-dessus de tout ce qui se trouve sur les pages. C'est vraiment un élément de fond, le rectangle. Bon. Donc, comme le calque 2, ces vecteurs sont montrés en rouge au lieu de bleu, bah c'est normal que les vecteurs ici du bloc ne soient plus bleus, ils sont rouges. Ça n'a aucune importance, ça ne s'imprime pas, ça m'indique juste, rien qu'en voyant l'élément, même sans avoir la palette des calques sous les yeux, tiens, je sais que c'est le calque 2, il est sur le calque 2. Et celui-là, il est sur le calque 1. Calque... Alors, quand on crée une numérotation, ça va prendre le numéro du gabarit. Au fur et à mesure qu'on fait des gabarits, il y aura un B, C, D. Et ça va prendre le numéro. Oui, ça va prendre le nom du gabarit, la numérotation qu'on met dans le gabarit. Mais en général, on ne met la numérotation qu'à un endroit dans le document, sur un seul des gabarits. Parce qu'on crée ce qu'on appelle des gabarits parents et des gabarits enfants. Ça, c'est un truc qu'on verra, qui est vachement puissant. C'est des gabarits qui subissent un autre gabarit. Mais on n'en est pas encore là. Alors, si vous regardez sur la page 1, voilà, le numéro est visible puisque le numéro est sur un calque supérieur à celui sur lequel les éléments de la page se trouvent. Mon image. Voilà, les deux rectangles. C'est sur le calque 1 et la numérotation est sur le calque qui est au-dessus de numérotation. Donc forcément, elle est toujours visible par-dessus. Alors que normalement, ce qui vient d'un gabarit se met en dessous. Mais on a contourné le problème en faisant un calque spécial numérotation qu'on a mis au-dessus. Voilà, voilà. Alors les calques s'empilent, bien sûr, c'est le principe, ce sont des niveaux de construction, dont le but est de facilement manipuler les éléments. Qu'on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, le but des calques, c'est ça, c'est séparer l'illustration, la composition en différents niveaux pour pouvoir plus facilement manipuler les choses. Ok, revenez dans le gabarit A, on va un peu manipuler ce bloc. Ok, donc je réponds à ta question. Quand on va dans le calque numérotation, logiquement, il devrait y avoir le bloc. Et il n'y est pas. Parce que c'est ça, ça n'apparaît que quand on est sur la page. Ça montre le contenu de la page, le calque. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas si évident que ça, mais le calque ne montre que le contenu de la page. Voilà. Raison pour laquelle, quand on est sur une des pages du document, on ne voit pas le bloc numérotation dans le calque numérotation. Mais c'est intéressant de le constater en effet. Ok, donc on est sur le gabarit. Le bloc ici, on va lui mettre une couleur de fond. Donc, le bloc est sélectionné, vous avez la case de fond qui est en avant-plan, c'est ça qu'on va modifier. Vous allez choisir une couleur
dans le nuancier. On va faire apparaître le nuancier, donc F5 éventuellement sur le clavier. Ou menu fenêtre, couleur nuancier. Et on va créer une couleur spéciale pour le bloc de numérotation. Oui, donc dans le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Je vais déjà le nommer ici pour bloc numérotation. Et je lui fais sa couleur. Alors, si je veux du gris en RVB, il faut que je mette la même nuance, la même valeur dans les trois. Donc, 50, tabulation, 50, tabulation, voilà, j'ai du gris. Et je veux modifier l'intensité de gris. Touche majuscule, je bouge les curseurs. D'accord? Du gris en RVB, c'est les mêmes quantités de rouge, vert et bleu. J'ai tapé manuellement 50 dans les trois cartouches ici. Et avec majuscule, on peut modifier l'intensité. Ok, et voilà. Un caractère en noir avec un fond en gris. Donc oui, si vous avez oublié de le renommer, un simple double-clic sur la couleur dans le nuancier, on décoche, on renomme, ok. Bon, ça c'est pas mal, si on va voir sur les pages, voilà ce que ça donne. On va mettre un peu de transparence là-dedans. Effet. Donc, ce qu'on va faire plus tard, en effet, c'est que les gabarits contiennent une structure de page, et aussi il y a des calques qui eux-mêmes participent à la structure de page. Ils peuvent être créés avant qu'on commence le travail de mise en page. Hein. Et donc, une des choses qu'on va faire par la suite, c'est des grilles modulaires. C'est-à-dire que dans le gabarit, on va mettre des rectangles. Ce seront des rectangles roses avec des espacements entre les rectangles. Et ils vont être reportés sur les pages, ces rectangles roses. Et sur les pages, on va en supprimer certains, on va en agrandir certains, on va mettre du texte dans certains d'entre eux, des images dans certains d'entre eux, et on aura un document qui aura une structure invisible, mais on sentira que le document est basé sur une structure, une grille modulaire. C'est comme ça que les magazines sont faits, en fait. Et il y a différents niveaux de complexité de grilles modulaires. Celui qu'on va voir est assez simple. Donc, quand tu dis que dans le gabarit, on fait la structure de la page, oui, ici, on fait une structure de page très simple, juste un bandeau sur le côté et une numérotation qui se retrouve sur chaque page, mais ça va aller beaucoup plus loin pour la suite. Hein. Donc, il y a deux types de documents qu'on va étudier. Les documents en flux continu. Et pour les documents en flux continu, ça veut dire que le texte coule d'une page à l'autre. Et il y aura deux variantes. Les images sur le côté du texte, elles seront ancrées, A-N-C-R-E-E. Elles seront attachées au texte, mais elles seront sur le côté du texte. Et on fera aussi des images qui sont dans le texte, entre des paragraphes. Donc deux types de documents en flux continu qu'on va faire. Les images à côté du texte, les images entre des paragraphes. Mais dans les deux cas, c'est du flux continu. Le texte coule d'une page à l'autre. Si on ajoute du texte, le texte qui suit va descendre dans les pages. Si on supprime du texte, le texte va remonter. Et deuxième type de document qu'on verra, c'est les documents par grille modulaire, plus adaptés pour des petits documents comme des triptyques, des brochures très petites, des flyers, ou les éléments, donc, comme j'ai expliqué dans le gabarit, une espèce de réseau
rectangles réguliers sous forme de grilles qui se reportent sur les pages. Et sur les pages, on en supprime certains, on en agrandit, on les peuple avec du texte, des images. Résultat, sans trop se casser la tête, on a un document qui visuellement est cohérent, qui a l'air professionnel, qui a une structure. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, c'est le début, mais ça va se complexifier un peu. Rassurez-vous, si vous pensez que c'est simple, ça va se complexifier. Je suis un peu taquin. Mais bon, c'est progressif, hein, c'est progressif. Alors, vous êtes dans le gabarit, vous avez la numérotation avec son fond, là. Bon, ce qui est bien, c'est de créer des transparences. On va créer des transparences parce que ça crée de la richesse visuelle, la transparence. Et aussi, il faut que je vous le dise, je ne vous l'avais pas dit, mais le bandeau là qu'on a mis, il pourrait très bien contenir une image ou un motif ou de la texture, du grain, une imitation de papier. Donc, on a fait un bandeau avec une couleur unie fort infographique, mais ça peut contenir des dégradés, des images, des textures, des motifs. On peut vraiment être extrêmement créatif avec InDesign. Il n'y a pas de limite en fait, hein. Comme dit le slogan de Adobe, la seule limite est votre imagination. Ceci dit, je ne suis pas un commercial de chez Adobe. Moi, j'utilise les produits Adobe depuis... j'ai appris ça à l'école en 1991... 92, oui. En 1992, oui, j'ai appris ça à Valenciennes, en France. Pour vous dire, lors d'un des premiers cours, il y a des gars qui ont débarqué dans le local et qui nous ont dit « Ah, on a un nouveau logiciel, on voudrait que vous testiez ça. » Et en fait, c'était Photoshop version 1. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts. Ouais, c'était marrant parce que c'était surtout un apprentissage par... on n'expliquait pas, il n'y avait pas d'explication, il fallait tester et découvrir par soi-même. Ça apprend la débrouillardise. Mais donc moi je ne suis pas un commercial de chez Adobe, mais je leur dois pas mal parce que j'ai utilisé leurs outils et ça m'a apporté pas mal. Mais il faut savoir qu'il existe des alternatives aujourd'hui, hein. Pour faire la mise en page, vous avez le logiciel open source qui s'appelle Scribus. Vous connaissez? Oui, c'est gratuit, c'est de l'open source. Bon, je ne pense pas qu'il soit génial, mais il est utilisé notamment dans les pays du Maghreb. Il y en a qui utilisent ça, Scribus. Mais il n'est pas extrêmement évolué. Par contre, on a une marque indienne qui s'appelle Affinity. Donc c'est une boîte indienne qui a vraiment le vent en poupe pour l'instant, et ils ont sorti les concurrents de Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc pour Photoshop c'est Affinity Photo, pour Illustrator c'est Affinity Designer, et pour InDesign c'est Affinity Publisher. Et donc eux, c'est payant, mais c'est pas cher. C'est entre 50 et 100 euros, ça dépend des promotions qu'ils font. Et ça ressemble vraiment à Adobe en fait. Voilà. Donc je vous en parle. Ce n'est pas moi qui donne les formations, mais il y a des formations qui se donnent. Et alors il y a des mauvaises langues qui disent que ça ne sert à rien de s'intéresser à ça parce que Adobe va finir par les racheter de toute façon. Mais c'est pas certain. C'est pas certain. Et donc voilà, il y a des alternatives, et il y en a d'autres, hein. Vous avez plein d'alternatives. Il y a quoi? Il y a Canva, il y a quoi d'autre comme logiciel de mise en page? Oui, vous avez même chez Microsoft, je pense qu'ils ont toujours Microsoft Publisher, une espèce de Word amélioré. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors Canva, c'est utile surtout pour ceux qui font du community management, parce que il y a plein de modèles, on démarre de modèles, mais par contre on ne fait pas exactement ce qu'on veut, quoi. Si on veut faire quelque chose d'original et voilà, vraiment contrôler tout, ça va. Oui, c'est une approche, quoi, qui convient pour les demi-graphistes, je dirais.
Voilà. Ok. Donc, je disais qu'on allait mettre un peu de transparence là-dedans, en fait. Alors, on sélectionne le bloc avec la flèche noire. Et on va aller dans la palette de transparence. Là, je mets un peu sur le côté le bloc. Vous voyez, j'utilise la barre d'espacement pour le raccourci de la main. Voilà, je le mets sur le côté. Parce que je vais aller ouvrir une boîte qui est assez grande et mon écran a peu de points pour les besoins de la démonstration. Voilà, il a peu de points. C'est pour ça que mes palettes sont grandes sur l'écran, vous voyez. Alors, menu Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. Vous avez une case aperçue, puisqu'on a un objet qui est sélectionné. Et vous avez le degré d'opacité. Si vous modifiez ça, vous voyez que ça modifie l'opacité. Mais on va le laisser à 100%. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de modifier l'opacité uniquement du fond du bloc, pas le caractère noir, uniquement le fond du bloc. Et pour ça, au lieu de faire la transparence pour l'objet, on va spécifiquement faire la transparence pour le fond. Donc vous choisissez fond. Et là, quand vous bougez la transparence, ça ne va bouger que la transparence du fond du bloc. Voilà, et ça peut faire quelque chose qui est sympa. Ça crée des nuances par superposition, de la richesse visuelle. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est intéressant. Si on va voir ce qu'on obtient, ça peut être intéressant. Eh oui. Alors, toujours en ayant le bloc sélectionné, si on mettait un petit arrondi sur le bord du bloc, sur les coins. Un petit arrondi sur les coins. Bon, menu objet, option d'arrondi. C'est juste en dessous d'effet. Menu objet, option d'arrondi, case aperçue. Et il faut choisir le type d'arrondi que vous voulez, parce que pour l'instant c'est un arrondi à angle droit. N'importe quoi. Il faut ici choisir arrondi. Voilà. Et comme la chaîne est là, pas cassée, le fait de le choisir sur n'importe lequel modifie sur les 4 coins. D'accord ? Ok, ça fait un peu industriel, ça. Donc, il faut que l'objet soit sélectionné. Il faut choisir ici arrondi. Il faut faire varier éventuellement, voilà. On choisit la valeur d'arrondi qu'on souhaite. Alors, je vous montre un truc. Regardez ça. Si je casse la chaîne et que je choisis ici de faire un angle droit et ici aussi, j'obtiens ça, une espèce de chose un peu plus... Il faut que je clique sur OK, voilà, voilà, un peu plus, voilà, végétal, on va dire. Alors ceci dit, dans InDesign, on peut utiliser des formes de blocs qui viennent de Illustrator. Donc n'importe quoi peut servir de forme de bloc pour faire apparaître du texte ou des images. Tout type de vecteurs. On peut aussi les dessiner directement dans InDesign avec la plume ou le crayon. Les formes de blocs de n'importe quelle forme. Mais enfin, l'avantage d'Illustrator, c'est que si je prends un clip art noir sur fond blanc, je peux le vectoriser et la silhouette du clip art, un kangourou par exemple,
je le récupère dans InDesign en tant que bloc pour contenir une image ou du texte. C'est très très souple. Par simple copier-coller de Illustrator à InDesign, un tracé Illustrator devient un bloc InDesign. Les images PNG avec de la transparence, oui, mais on va quand même les ouvrir dans Photoshop et les enregistrer au format Photoshop pour être certain que la transparence soit reconnue complètement par Adobe. Mais oui, on peut faire des images avec de la transparence, bien sûr. Oui, du détourage avec de la transparence dans Photoshop, on récupère ça dans InDesign, aucun problème. Bien, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Ah ben on va passer au travail un peu sur le texte, sur la page 2. On va aller sur la page 2, on va enregistrer le document tel qu'il est là. Alors, vous êtes sur la page 2. Parfait. Alors, dans la palette des calques, ça peut être une bonne chose de renommer ici le calque, double-cliquer sur lui, et on va l'appeler... Ah, il ne veut pas se renommer? Ah si. Ah oui, ça s'est ouvert là, oui. Ok. Je vais le renommer image. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mis une image sur ce calque-là. Sur la page 1, l'image, elle est sur ce calque-là. Sur le calque image. Et alors, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler texte. Voilà. Un nouveau calque que je vais appeler texte. Donc c'est une bonne idée de séparer comme ça les choses. Parce que on met parfois au même endroit les images et le texte. Et on demande aux images de repousser le texte. C'est ce qu'on appelle l'habillage. Mais alors, comme ils sont au même endroit, s'ils ne sont pas sur des calques différents, ça va être compliqué. Donc à un certain moment, si on veut manipuler les images, ce qu'on fera, c'est Alt-clic ici, pour mettre les verrous sur les autres calques. Si on veut manipuler les textes, c'est Alt-clic ici pour mettre les verrous sur les autres calques. Vous voyez, on ne travaillera que sur les textes ou que sur les images. C'est le verrouillage en fait. Et ça, ce sera pratique. Bon, alors là, vous travaillez sur le calque texte. Il est en surbrillance, il est sélectionné. Et vous êtes sur la page 2. Eh bien, vous allez tracer un bloc sur la page 2, tracer un bloc texte. Attendez un peu, on va le faire différemment de tout à l'heure. Tout à l'heure, le bloc, on l'a créé dans le gabarit, le bloc qui a servi pour la numérotation, on l'a créé en utilisant l'outil texte et en faisant un cliquer glisser. Vous allez voir qu'on peut très bien prendre ce bloc-là, rectangle, tracer, voilà, et le transformer en bloc texte. Est-ce que vous voyez votre bloc qui est sur le calque texte sur la page 2? Bien, il a pris la couleur comme ça aussi? D'accord. Ok. Donc, oui. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est aller dans les styles d'objets. Ça, c'est important de connaître ça. Menu fenêtre, style, style d'objet. Et vous allez cliquer sur 100. Donc, on lui enlève son style. On aurait pu manuellement enlever les couleurs, mais enfin, le fait de faire comme ceci enlève vraiment tout. Voilà. Donc c'est un bloc invisible. Alors, avec l'outil texte, si vous survolez le bloc, vous voyez qu'à un certain moment, ça change d'aspect. Texte captif, c'est ça que ça veut dire l'icône du composteur typographique dans un cercle comme ça. Et on clique, et ça a créé un bloc texte. Ok. Mon curseur est là parce que je suis encore en train d'écrire avec le Adobe Arabic, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher la palette caractères et changer de caractère.
Voilà. Et dans la palette paragraphe, indiquer que je suis en alignement à gauche. Est-ce que vous avez votre curseur texte qui clignote dans le bloc comme ça? Si vous enfoncez la touche contrôle du PC ou commande du Mac, vous devriez voir le bloc. Vous le voyez? Là, j'enfonce commande. Ah, tu le vois toujours, parfait. Si tu enfonces la touche contrôle du PC ou commande du Mac, tu le vois apparaître? Si on le sélectionne avec la flèche noire, on le voit, ça c'est sûr. On le voit? C'est vrai que le calque a des vecteurs verts, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus visible aussi. Hein. Peut-être que je vais aller modifier la couleur des vecteurs d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais regardez, si je double-clique sur le calque texte, je peux ici aller dire, tiens, les vecteurs de ce calque, ils ne sont pas verts, ils vont être plutôt magenta. Voilà, magenta, ok. Voilà. Bien, vous avez donc le curseur qui clignote dans le bloc. On va remplir le bloc. Alors, on pourrait le remplir avec du texte qu'on a été sélectionné et copié dans un autre logiciel comme Word. On pourrait importer un document Word. Ça marche aussi. Ce qu'on va faire ici, c'est le remplir avec du faux texte, parce que c'est juste pour tester. Donc avec le curseur, avec l'outil texte, j'ai cliqué sur le bloc qui était au départ un bloc pas spécialement de texte. Il aurait pu contenir une image, mais là il contient du texte. Du coup, voilà. Voilà, si on veut importer du texte Word, c'est fichier importé. Mais il y a une opération parce qu'on peut récupérer les styles de paragraphes de Word et les convertir en style de paragraphes de InDesign. Ça peut aider, ça peut aider. Un copier-coller fonctionnera, mais les styles ne seront pas importés à ce moment-là. Si, un copier-coller fonctionne, mais les styles qui sont créés dans le texte d'origine ne sont pas reconnus alors. Le texte qui se colle, tout a le même style. Il faut attribuer des styles qu'on a fait dans InDesign pour que ça reprenne une forme avec des titres, des sous-titres et des paragraphes normaux. On peut même, je vous le dis ici, dans les préférences gestion des fichiers, préférences gestion des fichiers. Alors, les préférences sur le Mac, c'est le menu InDesign en haut à gauche, et sur le PC, c'est Édition Préférences. Donc, voilà, si tu es arrivé dans Général, tu peux aller à la partie Gestion des fichiers en cliquant là-dessus. Et alors, vous avez ceci, qui est assez subtil, je veux dire discret. Créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importés. Et ça, c'est quand vous importez un document Word, ça fait en sorte que si quelqu'un, entre-temps, modifie le document Word, ça va se mettre à jour dans InDesign. Un peu comme une image qu'on modifie à l'extérieur de InDesign, il va proposer une mise à jour. Si je transforme une image de bleu vers le rouge avec Photoshop, InDesign va me proposer de la mettre à jour. Eh bien, ce sera la même chose, mais avec un fichier de texte de type Word. Et même avec des feuilles de calcul de type Excel. Et ça peut être pratique. Mais ça, c'est un peu du InDesign avancé. Mais enfin, vous savez que ça existe et que c'est possible de le faire comme ça. Alors, il faut savoir que InDesign arrive aussi avec un petit logiciel qui est un mini InDesign qui s'appelle InCopy. Donc, InCopy, c'est forcément, ça fait partie de la suite. Et ça sert à quoi ? Eh bien, si vous travaillez en tant que metteur en page, mais que vous avez quelqu'un d'autre qui fait la rédaction, eh bien la personne qui fait la rédaction peut rédiger dans InCopy. Au lieu de le faire dans Word, il peut le faire dans InCopy. Et ça, vous pourrez importer dans InDesign de la même manière
Dans InCopy, il peut déjà appliquer des styles pour indiquer où sont les titres, les grands titres, les sous-titres, etc. Donc ça veut dire qu'avec une licence Adobe, vous avez 2 licences InCopy et 2 licences InDesign. Donc on peut travailler à 2 rédacteurs, 2 metteurs en page, même si officiellement c'est pas prévu pour travailler à 2 en fait, hein, mais bon. Alors, vous avez le curseur qui clignote là, vous allez faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc j'annule ça. Avant de remplir, je vais aller changer ici la langue. C'est de là que les problèmes viennent ici. Donc clic droit, remplir avec le texte de substitution. Et donc, vu que j'ai mis langue français, voilà, ça me met du texte en faux latin, en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Du lorem ipsum, on appelle ça. Voilà, on a donc du texte qui est, si on regarde la palette paragraphe, vous l'avez la palette paragraphe? Le texte est en alignement à gauche, on est d'accord? Il est en drapeau, on dit que c'est en drapeau, donc il colle à gauche, mais à droite, il ne colle pas au bloc. Alors on va le faire passer en justifié. Vous enclenchez l'icône là, pendant que votre bloc est sélectionné, vous enclenchez cette icône là. Et vous voyez que le bloc, le texte colle de chaque côté du bloc du coup. C'est le principe de la justification. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, du texte en drapeau ou du texte justifié? Alors, il faut savoir que le texte en drapeau, donc la première chose qu'on avait choisie là, enfin qui était proposée par InDesign, c'est un côté plus sympathique pour des publications comme les magazines, des choses ludiques. C'est moins austère parce que le texte aligné, ça fait penser aux documents officiels. Mais, 2 choses à dire. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, les magazines sont en texte justifié comme ceci. Ça colle de chaque côté. Et ça ne les perturbe pas plus que ça. Et deuxième chose à dire, de plus en plus en Europe, on voit aussi dans les magazines loisirs du texte justifié. Donc une chose qui était un peu vraie avant, qu'on disait qu'il fallait mieux faire du texte en drapeau pour des documents sympas, c'est de moins en moins vrai. Alors, on a ici du texte qui est super long, les lignes sont longues, c'est absolument à éviter ça. Il va falloir faire des colonnes dans le bloc de texte. Et vous allez faire ça en sélectionnant donc le bloc là et en allant dans Objet. Bon, il est déjà sélectionné. Hein. Objet, option de bloc de texte. Et vous allez pouvoir indiquer ici qu'on veut des colonnes. Voilà, 2 colonnes. La gouttière, on va mettre 8 mm éventuellement, ce sera bien. Vous avez la case aperçue. Voilà. Ok. Donc on a 2 colonnes avec un espacement entre les colonnes de 8 mm. Ce qui est beaucoup, mais c'est pas mal. Et donc ça ressemble plus à un texte tabloïd. Et pour lire, c'est mieux parce que l'œil ne doit faire moins d'efforts pour suivre la ligne. Elle termine assez rapidement. Donc c'est pas pour rien que les journaux sont avec des colonnes. Vous savez que c'est parce que les journaux, les quotidiens notamment, on les lit dans des situations inconfortables, dans le train, dans le tram en étant debout, et pour que ce soit plus facile à lire. Donc les colonnes sont encore plus étroites que ça. Ce n'est pas toujours 8 mm de gouttière, c'est juste un choix que j'ai fait ici, mais on fait le design de sa publication comme on le veut. En favorisant absolument la lisibilité. C'est ce qui compte. Vraiment, le design de la publication, ça dépend du public, parce que c'est ça qui est difficile aussi en mise en page, c'est que quand on fait une publication, il faut se différencier de la concurrence, mais en même temps, il faut entrer dans les habitudes de lecture du public.
du lecteur. Donc c'est pour ça qu'avant de concevoir une publication pour même ne fût-ce qu'un flyer ou une affiche, pas nécessairement un truc long comme un magazine, il faut analyser la concurrence. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de voir? Quelles sont les habitudes visuelles de design dans le milieu pour lequel on travaille? On ne fait pas un livre de cuisine comme on va faire, je ne sais pas moi, un bouquin sur les modèles réduits de train. Voilà, il y a des habitudes. On ne fait pas un magazine pour les jeunes comme on le fait pour les personnes de plus de 50 ans. Ça va être différent. Donc c'est ça qui n'est pas évident en mise en page, c'est qu'il y a l'utilisation du logiciel, il y a les règles typographiques, mais quelque chose peut vous aider, ce sont des plugins qu'on ajoute, notamment Antidote ou Prolexis, qui peuvent vous corriger la typographie, et donc même si vous ne connaissez pas trop les règles, ça va résoudre plein de problèmes. Donc mise en page, typographie, habitude du lecteur, mais malgré tout arriver à se différencier, à faire une mise en page originale. Lisibilité, il y a les coûts d'impression, il y a plein de choses à prendre en compte. Adaptation éventuellement du magazine en version application pour iOS ou Google Play. Voilà. Ok, alors, le texte justifié, c'est pas mal ici. Vous avez des mots qui sont coupés. Bien. Un truc vraiment qui peut faire la différence si votre travail tombe dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît en typographie, c'est de faire en sorte que ces césures sortent du bloc. Alors, vous avez votre bloc sélectionné, vous allez dans le menu Fenêtre, Sortie, non, excusez-moi, menu Fenêtre, Texte et tableau, article. Fenêtre, texte et tableau, article. Article au singulier, ne confondez pas avec le premier item ici qui s'appelle article au pluriel. C'est menu Fenêtre, texte et tableau, article. Et là, si vous cochez l'option qui est là, vous allez voir que les virgules, il n'y en a pas beaucoup ici dans ce texte qui est du faux latin, en tout cas les traits sortent un peu. Et donc ça sert à faire en sorte que le bloc, les colonnes fassent plus bloc, qu'il y ait moins d'indentation sur le bord. Alors c'est une subtilité, mais c'est ça qu'il faut comprendre en mise en page, c'est qu'un beau texte, c'est une addition de petites choses subtiles comme ça. Vous avez réussi à faire ce qu'on appelle la ponctuation hors justification, ou l'alignement optique des marges, ça marche chez vous? Vous avez vu la différence quand vous cochez ça, votre bloc? Voilà, les traits sortent, les tirets sortent, ce qu'on appelle la césure, la coupure des mots, y compris les points ou les virgules s'il y en avait. Voilà. Mais ça, pris séparément, ça a l'air ridicule, mais qu'on va ajouter d'autres choses. Alors, autre chose, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. D'abord, remarquez qu'on a en bas à droite du bloc un petit signe plus qui indique qu'il y a du texte en excès. Ça, je vous en parlerai demain, le texte en excès. C'est normal. On a rempli le bloc complètement avec du texte de substitution. Et vu qu'on a fait une colonne, il y a moins de place pour le texte. Il y a du texte qui n'est plus visible et il sort du bloc. Voilà. Alors, quelque chose qui est très important, c'est l'approche de paire optique. Vous allez dans la palette caractères. Pour améliorer l'aspect du texte, vous allez choisir à la place de métrique, vous allez choisir optique. Dans la palette caractères, à cet endroit-ci, en ayant votre bloc sélectionné, vous choisissez optique. Regardez ce qui se passe sur le texte. Il devrait s'améliorer, c'est-à-dire que les mots font plus bloc. Il y a moins de trous entre les lettres, l'espacement entre les caractères
a été géré par InDesign. Il nous reste encore une chose, et on y reviendra demain matin. Alors, vous avez peut-être des lézardes dans le bloc de texte. On dit que le gris typographique n'est pas bon. Il est possible que vous voyez des lézardes. Certains mots ont des grands espacements, d'autres des plus petits espacements. Voilà, la notion de gris typographique, c'est vraiment très très intéressant à connaître. Vous avez des exemples ici. J'ai juste tapé gris typographique sur le web. Vous avez sans le réglage qui règle les problèmes de gris typographique ici à gauche et avec le réglage. Et donc le bloc ici à droite avec réglage correct, il a une couleur globale avec moins de lézardes, c'est plus uni. Vous voyez tout de suite la différence au niveau de la qualité du texte. Bon, ben on va faire ça rapidement, comme ça vous allez voir ça, mais on y reviendra parce que c'est super important. Vous allez dans la palette paragraphe, jusqu'à la ligne qui s'appelle justification. Dans le menu de la palette paragraphe, on a une ligne qui s'appelle justification. Actuellement, InDesign, pour arriver à faire coller les mots de chaque côté de la colonne, il fait varier l'espacement entre les mots. Ça peut se réduire à 80% et augmenter à 133%. Vous voyez, intermot. On va lui dire qu'il peut aussi faire d'autres choses. Il peut faire varier les espacements entre les lettres, entre les caractères. Pour l'instant, il ne le fait pas du tout. Vous allez taper par exemple -10 pour le minimum et 10 pour le maximum. Touche tabulation pour valider. Vous avez -10 et 10. Si vous cochez maintenant la case aperçue, vous devriez voir que le texte s'améliore. Voilà. On obtient un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'image que je suis allé chercher sur le web. On a un texte avec un gris typographique plus uni, meilleur. Voilà. Et on peut aussi faire varier, mettre -15 et 15, éventuellement. Voilà. Avec la case aperçue. Voilà, vous avez eu quelques secrets pour faire des documents valables. Du texte justifié, d'accord, mais il faut absolument aller régler ça, donner plus de souplesse à InDesign, lui donner la possibilité de faire coller le texte de chaque côté de la colonne, non seulement en faisant varier l'espace entre les mots, mais aussi entre les caractères. Alors ça, c'est à tester, et il faut absolument sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc pour juger sur papier. Voilà. C'est à peu près ça que je conseille, mais il faut faire des tests. Donc on a fait plusieurs choses pour améliorer ici le bloc, si je résume. Faire sortir les virgules, points et tirets en dehors du bloc. Activer dans la palette caractères l'approche optique pour que InDesign modifie les espacements entre les lettres pour que les mots n'aient pas de trous, pour qu'ils fassent bloc. On est passé en optique. Et troisième chose, le réglage de justification dans la palette paragraphe. On a donné de la souplesse. Et ça, c'est vraiment trois choses extrêmement importantes pour faire du texte de qualité dans InDesign. C'est vraiment sa force par rapport à des logiciels comme Word. C'est cette possibilité de faire de la typographie très correcte.